Interdiction des activités au sein de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, après la cacophonie qui a eu domicile à l'Assemblée provinciale de Kinshasa sur la destitution et la réhabilitation par la justice de Godin Poyi. Est-ce que cette démarche ou décision est-elle régulière? Analyse et commentaires dans cette émission kiosque. Et puis la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation plutôt, corruption, indiscipline, trafic d'influence sévère, mise en garde du premier président de la Cour de cassation au magistrat. Nous allons scruter à fond cette question. Qui sera le candidat de l'opposition politique congolaise face à Félix Antoine Tshisekedi lors de la présidentielle de décembre prochain? Il est actuellement difficile de répondre à cette question avant même la convocation d'une réunion pour plancher sur ces dossiers. Mais les blocs de l'opposition se fissurent déjà. Analyse et commentaires à travers votre émission kiosque, et nous allons prendre à la fin la situation sécuritaire à l'est du pays avec l'effet Ouazalendo qui a fait que les chefs de l'État puissent prendre de mesures d'allègement de l'état de siège. Est-ce que c'est vrai ou faux? Analyse et commentaires dans votre émission kiosque de ces jours. Reçoit M. Gandhi. Bonjour. Bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Moi, c'est un plaisir de revenir à vos côtés, de revenir sur votre télévision et puis radio, Ralik, et la télévision, c'est la télévision CCTV. J'ai toujours plaisir à passer chez vous et de voir aussi mes analystes qui sont opposés ou qui sont du même point de vue que moi. C'est toujours enrichissant de pouvoir comprendre et apprendre. Très bien. Peter Kazadi vient de signer ou de mettre fin à la récréation au sein de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Votre analyse? D'entrée de jeu, je dirais que on dit mieux vaut tard que jamais, puisque moi je pense que cette décision a tardé à venir. Pourquoi cette décision a tardé à venir? Ça fait plusieurs années, ne serait-ce que les 2 dernières années ou 3 dernières années, on a vu comment la ville de Kinshasa était mal gérée, chancelée dans la médiocrité. On a vu que la ville de Kinshasa n'était pas du tout gérée. Il y avait certes des autorités, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau du gouvernement provincial, mais sans compter sur le gouverneur, mais personne n'a pipé mot. Beaucoup de nos concitoyens ont alerté même le président de la République, même si ce n'est pas de son ressort, de pouvoir voir de très près cette situation, si possible de donner un coup de pied dans la fourmilière, puisqu'il y avait tellement de gabegies, c'est-à-dire à savoir des détournements de fonds, des réalisations prévues dans certains projets qui n'aboutissaient pas, des constructions de routes qui tardaient à être finalisées, les 500 000 $ qui ont disparu comme ça, il n'y a jamais eu même une plainte auprès des autorités judiciaires, des endettements à coût de millions, à plus de 150 millions. On ne sait pas à quoi ça devait servir ou à quoi ça a servi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut revoir. Mais là où les bas blessent, c'est du fait que par un simple télégramme, le vice-premier ministre de l'Intérieur s'octroie un vulgaire droit qui n'en est plus un d'interdire les activités au sein de l'organe délibérant. Un vice-ministre provincial ou bien... Je parle du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a pris la décision en fait. C'est de son droit. Quand le navire est en train de chavirer, moi je pense qu'il faut à un moment donné prendre une décision la moins mauvaise possible pour pouvoir sauver un peu le bateau. Mais vous ne voyez pas que par là, il a violé la Constitution non. et la loi sur la libre administration. Si le pays a train de brûler, vous parlez de la Constitution, vous parlez du juridisme. C'est ce qui nous a donné du retard. On a toujours parlé de... Il ne faut pas faire de ce pays un pays où c'est le juridisme qui prend le dessus. Mais la justice elle-même ne fonctionne pas bien. Mais un télégramme n'est pas un arrêté, M. Gandhi, et n'a jamais donc pas une valeur
juridique qui peut permettre à un ministre de prendre une décision dans cette voie-là. Il a juste suspendu leurs activités, il a demandé à les recevoir, et c'est au cours de cette réception-là qu'il saura, qu'il verra quelles sont les mesures réelles qu'il doit prendre. À ce moment-là, on peut parler d'arrêter. Sortons du juridisme. C'est le seul pays où, quand tu viens sur un plateau de télévision, des radios, tous les gens, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ils ont tous leur constitution. C'est le seul pays où on parle de constitution à longueur de journée. C'est ici, au Congo, il y a la Bible et la Constitution. Mais il y a un problème. En dehors de la Bible et la Constitution, il y a autre chose entre les deux. Il y a le bon sens. Mais il faut cultiver le bon sens que le juridisme. Moi, je pense que c'est mieux dans ce pays de cultiver ce qui manque crûment depuis 60 ans. Qu'est-ce qui manque selon vous? Le bon sens. Le bon sens. Regarde l'administration de la ville. Quand l'administration de la ville chancelle, quand l'administration de la ville est mal gérée, comme l'administration de l'État, mais en ce moment-là, l'État n'existe pas. Ou s'il existe, il existe sur le plan formel, mais sur le plan réel des activités, on ne voit pas l'administration solide dans ce pays. Mais vous ne voyez pas qu'en politique, il n'y a pas d'homme fort. La force reste à la loi. Et par là, on doit parler du juridisme dont vous niez. Moi, j'ai jamais été chantre de ce jeu de mots, à savoir il faut des institutions fortes, pas des hommes forts. Mais les institutions fortes, s'il n'y a pas des gens à côté de ces institutions pour faire en sorte que ça fonctionne, quand ces gens-là n'ont pas les 3 S que je défends souvent, à savoir les savoir-faire et les savoir-être, les institutions resteront lettres mortes. On a un État depuis 60. Un État qui est censé être un grand État, un grand pays, pas un grand État, un grand pays. Pour le moment, on n'a pas consolidé ou créé un État réel pour que ce soit un grand État. On est un grand pays, on n'est pas un grand État. Mais s'il n'y a pas des hommes valables, ben cet État ou ce pays restera lettre morte. Si dans une institution comme la ville de Kinshasa, il n'y a pas des hommes réellement imbus de toutes les qualités que j'ai citées, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, ben, vous aurez un mammouth inutile qui sera là, lourd, où personne ne saura faire déplacer, mais c'est donc dit. Mais face à la gestion de la ville de Kinshasa, pourquoi ne pas laisser les activités au sein de l'organe délibérant qui est censé contrôler l'exécutif provincial? Vous avez vu vous avez décrié la gestion, vous avez décrié un certain nombre de problèmes qui a bâti son plein au sein de la province. Mais pourquoi ne pas laisser cet organe entrer de contrôler l'exécutif qui est censé répondre aux aspirations profondes de la population? Vous parlez de quel organe? Le gouvernement ne fonctionnait pas bien. Le gouvernement n'était pas contrôlé par l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale qui pouvait sauver les meubles. L'Assemblée provinciale n'a jamais interpellé les ministres provinciaux. Mais l'Assemblée nationale récemment, mais le mal était déjà fait et profond. Ils n'ont jamais interpellé le gouverneur, dont on savait qu'il avait l'art de mal gérer cette ville, qui pensait beaucoup plus à ses anniversaires, de ses amis et autres, que plutôt à la gestion de la ville. Regardez la saleté qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Regardez les désordres au niveau de la circulation. À qui incombe la faute dans tout ça? Ngobila ou l'Assemblée provinciale? Non, chacun a un rôle à jouer. C'est un Ngobila avec son gouvernement qu'incombait cette responsabilité. L'Assemblée provinciale, son rôle, c'est simplement de contrôler, de légiférer, etc. au niveau de la ville de Kinshasa. Mais si l'Assemblée provinciale avait du mal à sortir de sa léthargie pour contrôler, mais il a fallu une prise de conscience de Ngobila pour mieux gérer la ville et éviter les responsabilités sont partagées aux 3 niveaux. Au niveau de Ngobila lui-même en tant que chef des file, au niveau de Godin Poy qui devait être même l'autorité qui devait veiller à ce que la gestion de la ville se fasse dans l'orthodoxie, en respectant les règles, en respectant les objectifs qui s'étaient assignés au départ. Ni Ngobila jouait son rôle de meneur de troupes, ni le président de l'Assemblée Godin Poy, qui a une grande intelligence surtout sur le plan économique, n'a su jouer son rôle. Tout était grippé. Quand la machine est grippée, vous voulez que ce soit qui vienne sauver? Quand c'est lui le numéro 1 de la ville n'arrive à rien faire, quand c'est lui qui devrait l'interpeller ne l'a pas fait, il a fait ces derniers temps, mais c'était déjà trop tard. Le gouvernement
inexistant, provincial, Oui. inexistant. Vous vouliez que, au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'on reste bras croisés et à compter le nombre de coups. Mais chaque semaine. analysons un peu la situation proprement dite. Au niveau de l'Assemblée provinciale, une chose est certaine, est que Godin Pouy, déchu par une motion de déchéance par la majorité des députés provinciaux de Kinshasa, puis réhabilité en même temps par la Cour de cassation, ces derniers se regardent désormais en chien de défaillance entre Godin Pouy et les députés provinciaux. Ouais. Mais vous avez vu, je vais me répéter, vous voyez que la machine était et est encore grippée à ce jour. Donc l'engrenage ne fonctionne pas, la machine, on ne peut pas avancer pour ne pas laisser cette ville dans le désert de mes gestions là. Il fallait qu'une autorité publique, en l'occurrence celui de l'Intérieur, prenne ses responsabilités, les interpelle Oui. pour comprendre la quintessence même de la situation et par la suite, quitte à prendre des mesures draconiennes. Moi j'espère que ce serait cette fois-ci prendre des décisions qui pourront mettre tous ces gens-là hors d'état de nuire. Mais ainsi, la session de septembre de 2023, la dernière de la législature de 2018, se termine. Vous ne voyez pas que sur fond de crise et de confusion totale, vous ne voyez pas que c'est un mauvais signal lancé à l'endroit de leurs électeurs potentiels? Ben voilà, moi je pensais que c'était des gens, des femmes et des hommes intelligents. On est dans une période préélectorale, Oui. où il y a des risques énormes que la plupart de ces députés provinciaux ne reviennent pas, où il y a des risques énormes que le gouverneur Gobila ne soit pas réélu plus tard s'il est candidat au niveau du gouvernorat. Au lieu de faire en sorte, de faire une sorte de baroud d'honneur, de sortir de là, de faire qu'il y ait des projets concrets soient réalisés sur le terrain pour la ville de Kinshasa, qui est la capitale. Ces gens-là sont perdus dans leur méandre pour pouvoir voir où ils peuvent soutirer et retirer de l'argent. Le problème là de la gestion de la ville de Kinshasa, c'est que ils ont focalisé leurs efforts, leurs forces, surtout pour dilapider des biens publics, que plutôt de réaliser des projets concrets en direction de nos populations. Oui. Au-delà de la Gabégie, le Koulouna continue. C'est du rôle du gouverneur. Fait surface dans certaines communes. C'est le rôle du gouverneur capitale. avec l'inspecteur de la police. Oui. En connexion avec l'inspecteur de la police, il devrait juguler, si pas totalement, au moins partiellement, le Koulouna. Lui-même, avec la ville, il devrait gérer les immondices et autres, régler le problème de circulation, qui est un problème grave au niveau de la ville de Kinshasa, où il y a des bouchons, c'est-à-dire des embouteillages ici ou là, etc. Ça pose un problème. La ville est autogérée par le peuple, bon an, mal an. Il n'y a pas une autorité publique qui gère la ville de Kinshasa. Mais pour boucler malheureux. Bouclons ce chapitre, M. Gandhi. Quelles leçons peut-on tirer face à une telle situation? Quelles leçons peut-on tirer? C'est pour dire que, pour les gens qui ont connu cette ville avant, qui est le système qu'on a mis en place de décentralisation, où il y a un gouverneur, il y a un gouvernement provincial, il y a les députés provinciaux, cette ville n'a pas toujours été gérée comme ça avec un gouvernement provincial et autres. À l'époque, je peux citer, à l'époque de mon père, Oui. puisqu'il fut le numéro 2 de la ville de Kinshasa, le premier bourgmestre adjoint, Ah avant bon? qu'on échange le système, qu'on mette un gouverneur et puis qui est politique, qu'on mette Oui. à la tête de l'administration de Kinshasa un directeur urbain. Il fut aussi directeur urbain de la ville de Kinshasa. Oui. Ils ont géré la ville avec des directions. La direction de la voirie, direction de ceci, cela. À leur époque, la ville était beaucoup plus propre que maintenant. On a un gouvernement mammouth de la ville de Kinshasa. On a l'Assemblée. On a dépensé de l'argent pour rien. Il faut revenir sur le système. Je pense qu'il faut modifier la Constitution pour revenir à ce que ce soit une administration qui gère la ville. Peut-être qu'on peut nommer politiquement un gouverneur, mais cette fois-ci, il faut qu'il soit nommé, pas élu. Puisqu'on peut élire quelqu'un qui est populaire, mais qui n'a pas de compétences. Mais vous parlez de la décentralisation. Vous ne voyez pas que par là, par tout ce qu'on est en train de vivre, la cacophonie, la mégestion, vous ne voyez pas que par là, la décentralisation devient
un processus qui implique plusieurs facteurs susceptibles d'influencer soit positivement ou négativement son application sur le terrain. Moi, je n'ai jamais été chantre de la décentralisation. Moi, je suis chantre de ce qu'on appelle en droit la déconcentration. C'est-à-dire sortir de la centralisation, n'est pas aller dans la décentralisation, mais de déconcentration. C'est-à-dire il y a des services de l'État qui représentent le gouvernement central en province. Chaque province, il y a des entités décentralisées. Des gens qui dépendent de l'administration centrale. En cela, on prendrait des compétences qui soient du Bas-Congo, les envoyer au Kivu, ceux du Kivu les envoyer à l'Équateur, etc. Faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence, mais en envoyant des techniciens, des gens qui ont des capacités de gérer des entités au nom du gouvernement central. S'il faut élire, peut-être aller au niveau de... Commencer par tester la décentralisation au niveau de communes, peut-être. Quand on aura des gens au niveau de communes qui seront, en fait, avec les temps, formés, qui auront des capacités, des compétences, en ce moment-là, petit à petit, on peut revenir ou arriver à la décentralisation. Pour le moment, ça fait des dégâts énormes au niveau du gouvernement de province. Vous avez suivi pendant toute cette législature combien de gouverneurs ont été défenestrés, déchus, et qui sont revenus pour d'autres, pour certains non, on a changé, mais en changeant à la tête. Il n'y a pas seulement l'organe délibérant de Kinshasa qui est encore entraîné. Il y a eu Tanganyika aussi qui a été... Le Kassai, il y a un peu partout à l'Équateur. Mais tout a été dans sans dessous. Ça a posé un problème. Recadrons les choses, revenons à ce qui est possible de faire au niveau de la décentralisation commune, les secteurs, le territoire. Même là, je crois qu'il faut qu'il y ait une forte dose de la déconcentration. Très bien. Changeons de registre. Rentrée judiciaire à la Cour de cassation. Revenons sur les différents mots. Mais c'est Gandhi qui gangrène les secteurs judiciaires en République démocratique du Congo, où le premier président de la Cour de cassation n'est pas allé par Katchama pour dénoncer le pratique qui ternissent l'image de la justice et annoncer une série de dispositions prises afin de mettre fin à ces antivaleurs. Vous ne voyez pas que cela remet sur la sellette ce problème de la réforme de la justice? Oui. Tu sais, une réforme, on peut démarrer aujourd'hui. C'est pas dit puisqu'on a démarré des réformes que surtout après on a des résultats. Il peut s'avérer que ça nécessite beaucoup de temps. C'est là, pour y aller vite, ça suppose qu'il y ait aussi la sanction ou des sanctions. Mais il y a quand même ce qu'on appelle un conseil supérieur de la magistrature qui a des compétences pour pouvoir veiller à ce que la justice fonctionne bien, qui veille à la nomination de bons magistrats, qui gère les magistrats, on peut dire en un mot. Mais il y a aussi, nous, la population, nous devons être en capacité de pouvoir aussi contrôler directement cette magistrature qui ne joue pas son rôle. Ça a été plusieurs fois décrié. Moi, je pense qu'au lieu de toujours répéter la même chose, la même rengaine, il est temps qu'aujourd'hui, que l'organe que j'ai appelé, pas que j'ai appelé, qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui a l'autorité sur la magistrature, veille à la bonne marche de la justice. Et que nous, en tant que citoyens, s'il y a des méfaits qu'on a constatés, puisqu'on l'a toujours tous subi d'une manière ou d'une autre, il faut le dénoncer. Il faut qu'il y ait un endroit, un numéro ou un endroit où on peut dénoncer la mauvaise manière de pouvoir faire fonctionner la justice par des gens qui n'ont pas de savoir-être, qu'on appelle en lingala bomoto. Moi, je dis qu'il faut veiller. Nous sommes à la base de tout ça, puisque nous, on porte allégeance. On subit la corruption de ces magistrats. On est corrupteur par moment de ces magistrats. On a aussi une responsabilité. Quand on jouera notre rôle, quand les autorités du Conseil supérieur de la magistrature joueront leur rôle, quand le ministre de la Justice jouera son rôle, je pense qu'on mettra en place une justice réelle. Pour le moment, ce n'est que lettre morte, verbiage inutile. Une autre raison qui encourage les antivaleurs au sein de l'appareil judiciaire, c'est entre autres le moyen financier dérisoire alloué au secteur de la justice. Mais c'est Gandhi. Non, on peut pas. Certes, il y a des efforts à faire encore de ce côté-là pour donner des moyens réels à ces magistrats. Quand je vois
dans certains tribunaux, dans un petit bureau, il y a 4 magistrats confinés. C'est pas de bonnes conditions de travail. Oui. Quand je vois que ces magistrats travaillent seuls, ils n'ont pas des secrétaires ou des greffiers pour pouvoir prendre des notes quand ils sont en train de suivre un dossier, d'entendre une personne. Ça nécessite qu'on crée des emplois, ça nécessite qu'on crée des bureaux adéquats pour pouvoir que les gens travaillent avec sérénité. Mais sur le plan des salaires, je ne dis pas ils ont des salaires merveilleux, mais ils sont quand même mieux lotis que d'autres fonctionnaires. Mais à ces propos, vous vous souviendrez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait instruit le Premier ministre et le gouvernement de travailler avec les conseils supérieurs de la magistrature, organes de gestion du pouvoir judiciaire, pour endiguer ces problèmes. Mais ça se fait pas un jour. Oui. Et puis c'est pas simplement, comme je l'ai dit, je me répète, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est son rôle. Oui. Mais ils ne doivent pas travailler seuls. Ils doivent être soutenus par nous, population. Puisque c'est nous qui subissons au premier chef les difficultés qu'il y a dans la gestion de la justice. Quand on est face à un magistrat qui vous fait un chantage, quand on est face à un avocat aussi, qui, au lieu de jouer leur rôle d'avocat, de défendre le droit, la personne sur le plan de droit, deviennent des garçons de course pour faire des transactions avec les magistrats, pour savoir quel est le montant à mettre dans l'enveloppe. Je crois que c'est à tous les niveaux qu'il faut que chacun de nous, à quelque niveau que ce soit, qu'on prenne conscience. Oui. Quand on prendra conscience à tous les niveaux, et quand on va sanctionner, que ce soit les magistrats véreux, que ce soit les concitoyens ou citoyens qui poussent les magistrats à être corrompus, etc., il faut sanctionner les corrupteurs comme le corrompu. Oui. Quand il y aura des sanctions à la place publique, peut-être qu'avec le temps, on pourra corriger. Mais vous parlez d'une prise de conscience, je dirais même politique indispensable, mais s'agissant de la corruption, vous ne voyez pas que par là, la solution réside dans la dénonciation des corrompus et du corrupteur. Oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Oui. Souvent, les gens disent qu'ils sont mal payés, c'est pour cela. On peut comprendre ça. Mais vous oubliez en même temps que cette infraction est en même temps active et passive. Mais que faire? Que faire? Mais on ne peut partir que par la conscience et par la sanction. S'il n'y a pas de conscience, oui, on t'attrape, tu es sanctionné, que tu sois magistrat, que tu sois un citoyen lambda qui a participé à cette corruption. Il faut qu'il y ait des sanctions. Le jour où il y aura des sanctions à niveaux différents, à des niveaux très différents, on verra qu'il y aura une certaine lueur. Oui. Mais c'est même pas, puisque certains évoquent que les magistrats sont sous-payés, mal payés. Mais quand on regarde au niveau des ministres sont très bien payés. Mais ça n'empêche pas que certains ministres soient corrompus par des individus qui veulent voir leur dossier avancer, ou par les étrangers qui viennent investir, etc. Il y a la corruption à tous les niveaux. On dirait qu'on a un esprit corrompu, mais c'est cet esprit qu'il faudra changer. Départ d'abord l'éducation des enfants, mais ensuite par le fait que dans les familles, c'est de l'ordre de la gestion de l'État, de l'administration, il faut faire en sorte que nos familles soient stabilisées, soient stables. Faire que dans nos familles, que papa soit à l'honneur, maman soit à l'honneur. Quand tu penses que papa ne travaille pas, ou il est pensionné, il n'a pas grand-chose. Quand tu penses que maman, même quand elle travaille, il n'y a pas assez de ressources, on est obligé de chercher des moyens pour faire manger une fois par jour les enfants. Mais ce monsieur-là, s'il travaille, qu'il n'a pas un salaire décent, ben, ça va le pousser à pouvoir arrondir les fins de mois par le fait de pouvoir avoir un peu de bachiche, qu'on appelle ici Madesu Yabana. Oui. Hein? Donc, c'est un peu ça. Tout ça, c'est une sorte de corruption, une forme. Ben oui, bien ça, moi j'ai toujours défendu. Oui. Par exemple, on a 500 députés, dont plus de la moitié ne foutent rien. Mais pourquoi ne pas réduire le nombre de députés?
Pourquoi ne pas réduire leurs émoluments, donc leur salaire? Le nombre c'est constitutionnel, peut-être. Non, mais on peut modifier la constitution. Oui. Constitutionnelle, est-ce que la constitution, il est marqué quelque part qu'un député doit toucher 21 000 $? Non, je n'ai pas dit ça. Oui. Donc, faisons en sorte de devenir comme le Botswana, faire même mieux que le Botswana. Au Botswana, un député touche 1 800 $. À côté, un enseignant touche 1 300 $. Et les étudiants, depuis le secondaire jusqu'à l'université, touchent minimum 150 $. Quand on va trouver cet équilibre, le papa ne va pas s'arracher les cheveux pour aller être corrompu pour payer le minerval de son enfant qui va au secondaire, ou bien pour celui qui va à l'université, puisque l'université sera gratuite, etc. L'État a aussi une responsabilité, c'est-à-dire de pouvoir réguler, équilibrer la situation des familles, puisque c'est le socle de l'État. Oui. D'abord, la famille. Oui. C'est la famille qui... L'unité des bases, en fait. L'unité des bases, c'est la famille. Oui. Quand personne ne parle au nom de la famille, les députés pensent plutôt à leur bien-être. On leur achète, on leur donne même des cadeaux, des véhicules. Moi, je dis à la place de donner des véhicules à ces gens-là, à ces députés qui ne représentent personne qu'eux-mêmes, il aurait fallu acheter au moins 2 ambulances par commune, 2 camions anti-incendie par commune. Ce serait rendre service à la société, à la ville, aux populations. Ce serait aussi créer, si possible, avoir un peu plus de sous, créer des centres dans chaque commune ou dans chaque quartier où les enfants peuvent venir jouer, les occuper. Ça participerait à l'éducation des enfants, ça réduirait le nombre de Koulouda, etc. Créons une administration, une société qui fasse en sorte qu'on soit au service des citoyens, ce qui n'est pas le cas. Tout cela, c'est le travail d'une élite, d'une avant-garde ou d'une classe dirigeante? D'une élite, d'une classe dirigeante qui pense au peuple. Oui. Puisque quand un ministre touche 40 000 $ à minima, mais quand ils sont à 50, à 60, ça sert à quoi? Pourquoi ne pas réduire le volume de l'État par la réduction du volume de nombre de ministres? On peut gérer ce pays avec 18 ou 20 ministres. Je vous donne l'exemple. Avant qu'on devienne indépendant, ce pays était dirigé par un ministre des colonies qui n'était pas ici, qui était en Belgique. Un gouverneur général qui était aidé par 6 gouverneurs provinciaux. Puisqu'à l'époque coloniale, il y a des bouquins d'histoire qui peuvent vous édifier là-dessus. Il y avait chaque gouverneur dans chaque province, il y en avait 6. Kivu, Kasaï, Katanga, Léo. Oui. L'administration était gérée par 10 directeurs généraux. Ce que nous avons trouvé à l'indépendance ici, que ce soit les infrastructures routières, des écoles, des hôpitaux et autres, c'était géré par ces gens-là, ils étaient à 10. Nous, à 50, à 60, on est dans l'incapacité de construire même 1 kilomètre de rails. Ça pose un problème. Un autre sujet qui défraie la chronique en ces moments, mais c'est Gandhi, il s'agit donc de la désignation d'un candidat commun pour les comptes de l'opposition politique congolaise. Vous avez suivi, tel que les candidats Martin Fayulu, qui s'est désolidarisé en fait des autres. Pour lui, il est le candidat commun choisi depuis 2018 et qui parmi, lui il se pose la question, qui parmi tous ces candidats peut sur le plan moral et éthique lever son doigt et dire que je suis le premier. Monsieur Gandhi, comment voyez-vous ce genre de comportement? Est-ce que cette question de la désignation des candidats de l'opposition est déjà à l'ordre du jour? Oui, puisque vous êtes dans le juridisme souvent. Oui. Mais il a fallu, dès le départ, quand on a mis en place... Vous n'aimez pas le juridisme? L'excès du juridisme tue. Il aurait fallu, tel que la Constitution le prévoit, qu'on puisse désigner un porte-parole de l'opposition. Oui. Un rang de ministre. Mais ils étaient dans l'incapacité de le faire en début de la mandature. Même si on désigne parce que c'est le Parlement, les 2 chambres du Parlement qui devaient se réunir en congrès pour désigner un porte-parole de l'opposition. Même si on désigne au niveau du Parlement, vous ne voyez pas que Fayulu est toujours mis à l'écart. Mais là, c'est pas le problème des Parce que sur le plan constitutionnel, il n'a pas assez de députés.
Mais c'est ça le comble. Donc, Oui. S'ils n'ont pas pu désigner, même parmi les gens qui avaient plus de députés à l'époque déjà, mais c'est pas vers la fin, à la veille des élections, qu'ils vont trouver un compromis et désigner le chef de file de l'opposition. Je ne pense pas que ce soit possible. Donc, on va partir tel que la configuration de la politique, ou du moins des politiques qui sont sur le pavé, on peut construire qu'avec ces gens-là. Je ne pense pas qu'on aura, d'ici avant les élections, de trouver un compromis. Oui. Je pense qu'ils sont partis dans le sens de pouvoir se combattre entre eux et de favoriser, de faciliter au président actuel de pouvoir remplir sans difficulté. Mais vous ne voyez pas que tous les candidats présidents de la République sont actuellement sur le même point de départ, d'autant plus que Martin Fayulu ne pouvait plus revenir sur les réalités de 2018 parce que ceux qui l'ont accompagné dans les temps ont déjà changé de camp. Les cas du président Bemba, Mama F. Bazaïba, pour ne citer que ceux-là. Oui, mais vous avez vu, vous avez cité l'exemple de Fayulu. Fayulu n'est pas en République démocratique du Congo. Fayulu est entre ciel et terre. Il n'a pas pied sur terre, il n'est pas au ciel. Fayulu divague. Fayulu ne sait pas ce qu'il est. Si tu ne sais pas ce que tu es, tu ne peux pas savoir ce que tu veux. Il ne sait pas où aller, comment y aller, etc. Fayulu est dans la déconfiture totale. Vous avez cité l'exemple, ils étaient avec les Moïse, avec les Tshisekedi, mais les autres sont partis. Il est resté seul. Et il est resté seul, donc Fayulu, moi, à sa place, je ne me serais même pas présenté. Il va se présenter alors qu'il sait que il est perdant d'avance. Il est dans la déconfiture. Son parti n'est plus uni comme avant. Son parti, même les CID n'existent plus. Mais la plupart des potentats de l'ECD sont candidats à la députation nationale ou provinciale. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, l'opposition fait piètre figure, l'opposition se met maintenant à des ordres. Voyons les cas. Si aujourd'hui, Martin Fayulu, Madidi est candidat jusqu'au 20 décembre, vous ne voyez pas qu'il va diminuer la chance de l'opposition politique et donner carrément les boulevards à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour gagner les élections? Non, lui, il pensait qu'il pouvait sortir tête haute. Moi, à sa place, je ne me serais pas présenté. Le problème, c'est que Fayulu, si vous ne le savez pas, il a signé sa retraite politique. C'est fini, Fayulu. Fayulu, c'est fini. Dans les 5 ans à venir, Fayulu ne fera pas partie du gouvernement. Il sera ni chef de l'État, ni premier ministre, ni ministre. Oh. Il y a fort à parier qu'il loupe même la députation. Je crois qu'il n'était pas candidat à la députation. Fayulu va louper les élections présidentielles, mais il est à la retraite politique. À moins qu'il s'entende avec celui qui sera président de la République, de l'aider à continuer à faire des affaires. Mais pour la politique, pour moi, Fayulu ne fera plus partie des tableaux politiques qu'on aura à partir de 2024. C'est fini. Je ne sais pas, vous rêvez. Moi, je ne rêve pas. Hein. Ou alors, lui-même rêve les yeux fermés, tu vois. Fayulu, c'est fini, la politique. Fayulu, c'est fini. C'est fini. Changeons les registres pour parler cette fois-ci de la situation sécuritaire à l'est du pays avec le fait au Ouazalendo. Mais Gondi, comment voyez-vous cet exploit de ces forces d'autodéfense qui a réussi à déloger le M23 de certains territoires occupés? Je peux vous dire, je suis dans la Grèce. Avant même que Bemba ne prenne le poste, je sentais que Tshisekedi allait arriver à trouver une solution. Quand on a nommé Bemba ici, chez vous, je l'ai dit, j'étais très enchanté. Je dis Bemba à côté du président actuel. Oui. Non, il y aura des prouesses et on arrivera d'une manière ou d'une autre, avant les élections, de débouter hors d'état de nuire tous ces rebelles, du moins le Rwanda. Et si possible, après les élections, s'ils continuent à persécuter nos populations, on rentrera à Kigali et on fera en sorte qu'à Kigali, on fasse organiser les élections démocratiques qui n'ont pas eu lieu depuis plusieurs années. Mais qu'on le veuille ou non, oui. Et nos populations, nos leaders politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, devraient applaudir
acclamer cela et soutenir ces forces-là de Ouazalendo. Derrière, il y a quand même nos forces armées. Je ne pense pas que le Ouazalendo seul puisse surfer facilement sur ces territoires. Mais c'est pas ce que dit le FRDC. Non, non, mais il y a quand même, moi je dis d'une certaine manière, stratégiquement, j'ai rien dit, j'ai dit stratégiquement, il y a quand même nos forces. Attention, il y a la stratégie. Les questions sécuritaires sont tellement sensibles qu'il est... Non, j'ai dit la stratégie, je n'ai pas donné les détails. Oui. Je pense que le ministre a bien cogité, a bien mis les choses en marche, en branle, avant que même réellement la base des forces armées congolaises ne rentre en lice. Il y a déjà des préalables. Il fallait, de toute façon, c'est pas anticonstitutionnel. De toute façon, c'est prévu que les populations peuvent s'unir, se réunir, faire en sorte de défendre la patrie. Mais c'est Gandhi. Le Nord Kivu, l'éternel ventre mou de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, vous ne voyez pas qu'elle est en train de vivre une nouvelle page de son histoire écrite par ses propres fils, regroupés au sein de Ouazalendo. Cette fois au moins, il y a une raison plausible d'alléger l'état de siège comme l'a fait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout récemment. Oui, alléger, oui, mais pas mettre fin. Moi, j'étais de ceux qui disaient il ne faut pas mettre fin à l'état des sièges. On pouvait prendre d'autres mesures pour pouvoir alléger, remodeler cet état des sièges. C'est ce qui a été fait par le gouvernement. Bravo. Mais on va supprimer cet état des sièges après. Mais il y a une certaine opinion qui estime que il y a eu une constitutionnalité plutôt de cette décision d'allègement et invite les autorités à lever carrément cet état de siège au lieu d'alléger. Non, non, non. On est dans une situation d'insécurité. On est dans une situation où l'objectif du Rwanda, c'était d'occuper Goma. On est dans une situation où, en occupant Goma, ils allaient occuper d'autres territoires ou provinces avant d'arriver à Kinshasa. Aujourd'hui, toutes les mesures qui seront prises, moi, je ne regarderai pas la Constitution, je ne regarderai pas comme je voulais dire. Mais apparemment, vous voulez foutre en moule la Constitution. Non, 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 moi j'ai dit que la Constitution l'a eu. Les décisions politiques puis prendre la priorité. Qui respecte la Constitution dans le vrai sens. Il y avait la gratuité de l'enseignement depuis que cette Constitution existe. Il a fallu combien d'années pour mettre en place la gratuité de l'enseignement. Il y avait la gratuité de la santé. Il a fallu combien d'années pour qu'on mette la Constitution existait. Est-ce que c'était respecté? Ça pose un problème. Il ne faudra pas qu'on respecte dans un sens et n'est pas respecté dans l'autre. Mais ici, je dis qu'on est dans le bon sens. Ce qui est fait aujourd'hui, je dis on va dans le sens du bon sens. Je ne dis pas qu'il faut ne pas tenir compte de la Constitution. Il faut tenir compte, mais devant certaines situations de la vie politique, économique. Mais c'est Gandhi, dans les cadres du droit administratif, je dirais congolais, comment cohabitent les autorités civiles et militaires au niveau de mairie, commune, territoire, à travers cette mesure d'allègement de l'état des sièges par le chef de l'État? Comment? Ben, c'est très simple, je donne un exemple. Oui. Au niveau de la justice, on a remis la responsabilité à la justice civile. Il n'y a pas cohabitation. La justice civile reprend ses prérogatives, reprend le droit tel que c'était avant la mise en place de cet état des sièges. Il n'aura pas peut-être chevauchement? Non, il n'y aura pas chevauchement. Les militaires, les policiers, ils auront leur juridiction militaire. Les civils, ils auront leur juridiction. Les civils, il n'y a pas chevauchement, il y a complémentarité. Mais c'est Gandhi. Oui. Élection de décembre 2023 avec cet appui, en fait, les différents contacts entrepris ces derniers temps avec la SADC. Faudra-t-il parler du dialogue ou d'un glissement? Moi, je ne vois pas. Je sais qu'il y a pas mal de supputations là-dessus. Moi, je pense que la SADC et autres, leur démarche, c'est plutôt de faire en sorte qu'il y ait inclusivité. C'est-à-dire d'amener tout le monde, tous les partenaires d'opposition au pouvoir, à aller avoir aussi dans la même direction, à participer à ces élections.
Je ne pense pas qu'ils sont venus pour un mais dialogue. décidément, Je ne pense pas qu'ils soient venus ici pour le dialogue. Décidément, il se trame des choses louches, hein, selon certaines indiscrétions. L'on assiste à des combines politiciennes en vue d'étendre le cou à l'ordre constitutionnel pour repousser les élections s'inédiées et... Si on repousse les élections, ce sera au profit de qui? Les institutions antidémocratiques. Non, mais remettre en cause les élections qui sont presque... qui vont avoir lieu, remettre en cause ce processus, c'est aller contre nos populations qui ne demandent que des solutions à leurs problèmes. On ne se focalise pas assez sur le vrai problème de nos populations, à savoir les difficultés qu'il y a au niveau de l'électricité, de l'eau, des déplacements, des routes qui ne sont pas en bonne situation, etc. C'est ça l'essentiel. Pour prolonger le mandat, qui est le dialogue, pour permettre à certains qui sont dans la position de rentrer le gouvernement, c'est pas au profit de nos populations. Allons aux élections, votons nos nouveaux députés. Je vois un qui est devant moi, l'homme de Mongafula, j'espère qu'il passera, pour pouvoir créer un renouveau au niveau de nos parlements, au niveau de nos communes, voire qu'il y ait des nouveaux acteurs qui, compte tenu des échecs passés des autres, qui donnent une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique pour que ce pays avance au lieu de rester toujours... Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez répondre à cette question d'un téléspectateur qui a eu à nous suivre. Pour lui, l'invité s'égare et n'arrive pas à citer les faits immédiats en ce qui concerne notamment la situation au niveau de l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa. Il s'est posé un certain nombre de questions. Qui aurait trouvé l'ordre public et autoriserait le vice-premier ministre à violer la Constitution par son message télégraphique? Le bon sens ne doit en aucun cas violer la loi. C'est Peter Kazadi qui vient d'allumer les faits dans la ville de Kinshasa. Il n'a aucune qualité pour suspendre les activités d'une institution délibérante. Signé Honorable Désiré Mbozouambozi. Réaction. Cher honorable, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes des patrouillers entre vous. Vous étiez dans l'incapacité, c'est pas une injure, de pouvoir trouver un règlement pacifique, non seulement entre le gouverneur et son adjoint, mais aussi entre le gouverneur et le président de l'Assemblée provinciale. Il y a eu une incapacité aussi au niveau des députés de regarder le bon sens. J'aime bien ce mot-là, je répète, le bon sens. Paraît-il que les enveloppes ont circulé pour qu'on revote des motions contre tel ou tel à tout moment. On dirait qu'on est là, on travaille pour soi, on oublie pour qui on est là, nos populations. Vous ne me direz pas qu'il n'y a pas eu distribution des enveloppes dans la ville de Kinshasa d'une manière ou d'une autre. Moi, je dis le bon sens, c'était ça. Le bon sens, c'est que l'État prenne une décision. On ne peut pas s'enfermer sous les draps de la Constitution pour laisser la ville de Kinshasa en léthargie. Moi, je pense, si les gens sont conscients, les 3/4 des députés qui sont à Kinshasa ne reviendront pas, qu'ils ne reviennent pas puisqu'ils ont montré leur incapacité à pouvoir jouer leur rôle. Et la plupart des ministres gouvernementaux de pouvoir là, c'est peut-être pas de leur faute puisque les députés n'ont pas joué leur rôle. Moi, j'ai dit, le bon sens aurait voulu qu'il y ait un arbitre qui siffle la fin des dégâts au niveau de la ville de Kinshasa. Très bien. Je crois que nous aurons besoin aussi de l'honorable... qui viennent, qu'on puisse débattre. C'est jeudi, afin d'éclairer la lanterne de l'opinion cassée. J'aimerais qu'il puisse être avec vous. Pas de problème. Afin de débattre ce jeudi sur la question. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à votre magazine de prédilection kiosque. On se retrouve le jeudi prochain. Mais d'ici là, portez-vous bien. Doudou Montiri, le réalisateur de cette émission, le patriarche de Mongafula. Merci.